Donc bonjour, donc on voit la suite de la leçon dosage par titrage. Donc je vous rappelle, on a vu les dosages pH métrique. Donc on fait un suivi, on mesure le pH de la solution dans le bécher tout au long du dosage, on trace une courbe, on trouve le volume d'équivalence, on fait un bilan molaire et on trouve la concentration de la solution inconnue. On a vu une autre technique avec les indicateurs colorés acido-basiques. Au changement de couleur de l'indicateur coloré acido-basique, on est à l'équivalence du dosage. Donc là, on voit une autre technique des dosages par titrage, donc c'est un dosage par conductimétrie. Donc la réaction doit mettre en jeu des ions. Voilà, ça c'est la condition, il faut que la réaction mette en jeu des ions. S'il n'y a que des molécules, on ne peut pas faire ce type de dosage parce que la solution n'est pas conductrice si elle possède des molécules. Une solution conductrice, c'est une solution qui possède des ions. Alors je vais d'abord parler un petit peu de ça, de la conductivité d'une solution, c'est-à-dire le fait qu'une solution peut faire circuler du courant électrique. Je vais parler un petit peu de ça. Alors, pour faire circuler donc, du courant électrique à travers une solution, donc voilà le montage. Voilà, donc je prends une solution ionique, il me faut des ions, parce que les ions portent des charges électriques. Par exemple, une solution de sulfate de cuivre. Je plonge deux électrodes, je branche un générateur sur cette électrode, le pôle moins sur cette électrode-là, le pôle plus sur cette électrode-là. Au troisième trimestre, je reviendrai là-dessus, électrolyse, pile. Je reviendrai là-dessus. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc cette électrode-là, elle est chargée négativement. Alors je crois que je l'ai mis, oui. Cette électrode-là, elle est chargée positivement. Et bien donc du coup, les charges moins ici vont aller vers l'électrode chargée positivement, et les charges plus vont aller vers les charges moins, vont se déplacer. Il va y avoir un déplacement de charge dans les solutions, voilà, dans ce sens-là. Et donc à partir du moment où il y a un déplacement de charge, eh bien il y a un courant électrique. D'accord. Alors, le courant formé est d'autant plus important qu'il y a d'ions en solution, que la concentration en ions est importante. Et puis, ça dépend aussi des ions. Par exemple, les petits ions conduisent mieux le courant que les gros ions, parce que les petits ions, ils peuvent bien se faufiler à travers les molécules d'eau et mieux circuler. Les gros ions, ils sont plus bloqués. Un ion chargé, un ion qui est très chargé va mieux conduire qu'un ion qui est moins chargé. Par exemple, l'ion Al3+ conduit plus le courant, crée un courant plus important que l'ion Na+, Al3+, Na+, parce que Al3+ est 3 fois plus chargé. D'accord. Alors il y a une grandeur qui caractérise le fait qu'une solution conduira bien ou pas le courant, elle créera un courant intense ou pas. Et cette grandeur, on appelle ça la conductivité et on la note sigma. Donc ça, je le mets ici, donc là, tout ça, je l'ai dit. Voilà, donc la conductivité d'une solution, ça se note sigma. Alors son unité, vous l'admettez, c'est des siemens par mètre. Eh bien, c'est une grandeur qui montre qu'une solution conduit plus ou moins bien le courant. Si sigma est faible, la solution ne sera pas très conductrice. Si sigma est important, la solution sera très conductrice. Alors sigma va dépendre de quoi? Eh bien, de la concentration en ions, c'est logique, et du type d'ion. Et ça, donc ça s'écrit, l'expression qu'il faut connaître est la suivante. Je la mets. Voilà. Alors sigma, donc vous voyez, la conductivité dépend de la concentration en ions. Plus il y a d'ions, plus la solution sera conductrice. Et elle dépend aussi de la nature de chaque ion. Donc ces grandeurs-là, lambda Cu2+, et lambda SO4-, donc il y a des tables qui donnent ces valeurs. Donc si on reprend, donc sigma, ça s'appelle la conductivité de la solution. Ça c'est la concentration molaire. La concentration molaire en ions, et sigma, ce sont la conductivité, non, je me souviens plus du nom, voilà, conductivité molaire ionique. Alors j'ai mis cette petite remarque. Alors en toute rigueur, vous savez que dans l'eau pure, on a des ions, on a des ions H3+ et HO-, mais on en a très très peu. Donc
la conductivité due à ces ions-là est négligeable, donc on ne la met pas, hein, je l'ai mis entre parenthèses. Alors bon, voilà les unités, bon ça, on va pas vous embêter avec lambda. Et alors, attention cependant, la concentration d'habitude c'est en mol par litre, mais pas là, hein, c'est la seule formule où la concentration est en mol par mètre cube. Alors pourquoi? Ben, c'est une question d'homogénéité de formule. On va faire une analyse dimensionnelle, hein, pour montrer qu'il faut bien mettre des mols par mètre cube. Alors je commence l'analyse dimensionnelle. Donc à gauche, ici on a sigma, donc son unité on a dit siemens par mètre. L'unité de lambda on l'a ici, hein, je le mets, hop, voilà, je le mets. Et alors donc l'unité de la concentration on les prend en mol par mètre cube, voilà. Et donc du coup les unités qui sont écrites à gauche de l'égalité doivent être égales aux unités à droite de l'égalité. C'est ça l'analyse dimensionnelle. Alors on a Siemens, ok. Alors à gauche on a mètre moins 1, à droite on a mètre carré et mètre cube. Donc vous voyez, ça fait mètre moins 1, c'est bon. Et ensuite on a mol moins 1 fois mol qui s'élimine. Donc on a bien Siemens mètre moins 1 à gauche qui est égal à Siemens mètre moins 1 à droite. Donc voilà, faire attention, mettre les unités dans cette formule en mol par mètre cube. Donc cette formule, il faut la connaître. Alors je l'ai mise comme ça, voilà, en résumé. Hein. C'est la somme des lambda IXI, I étant les ions de la solution. Bon, alors voilà, ça c'est pour la formule. Alors maintenant, on va parler du dosage, hein, dosage par conductimétrie. Donc j'ai pris un exemple. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pris comme exemple? Alors on dose de l'acide chlorhydrique, hein, on reconnaît la formule de l'acide chlorhydrique, hein, H3O+, plus Cl-, par une solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus HO-. Voilà. La réaction met en jeu des ions, donc je peux faire un dosage par conductimétrique. Et regardez le dispositif, en fait, c'est le même dispositif que pour un dosage pH métrique, sauf qu'au lieu de mettre un pH mètre, on met un conductimètre. Mais voilà, la technique est la même, c'est-à-dire que tout au long du dosage, on va mesurer la conductivité de la solution. Donc on va verser 1 millilitre, on mesure la conductivité, un autre millilitre, on mesure la conductivité, voilà, et puis on aura un tableau, volume versé, hein, de solution titrante, en fonction de la conductivité sigma. Et on tracera une courbe. Okay. Alors, la réaction de dosage. Donc ça, je l'ai dit. Alors la réaction de dosage. Eh bien, ici, j'ai un acide. Ici, j'ai une base, hein, ça c'est à savoir. Donc réaction acide-base. Hein. H3O+, réagit sur HO-. Donc H3O+, c'est H+, HO-. Donc on a H2O, ça devient H2O, ça devient H2O, donc ça fait 2H2O. Voilà. Alors, la courbe, hein, l'allure de la courbe, hein, l'aspect, donc ça je l'ai dit, ça va mettre en jeu des ions, pour faire un dosage par conductimétrie, parce que si on n'a que des molécules, eh bien le conductimètre, il va mesurer 0, hein, 0 tout du long. Hein. Alors, la courbe. Alors voilà la courbe que l'on obtient, hein, quand on trace la conductivité en fonction du volume de solution titrante versée. Voilà, on obtient cette courbe-là. Donc on a un segment qui descend, voilà, puis un segment qui monte. Alors souvent dans les exercices de bac, on vous demande de justifier pourquoi il y a ces variations, pourquoi là ça descend et pourquoi là ça monte. Voilà, c'est des questions classiques, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, voilà, donc j'ai mis en rouge parce que c'est des questions classiques, hein, la justification d'allure de la courbe. Alors là j'ai repris un petit peu les données, hein, donc la solution dosée, la solution titrante, la réaction dosage. Donc là j'ai mis les valeurs des conductivités molaires, hein, de deux espèces. Alors donc du coup, ce qu'on fait, on fait un tableau où on met tous les ions mis en jeu. Hein. Donc celui-là, il y en a 4, on les met tous. Colonne de gauche. Ah oui, alors là ici, j'ai dit que le volume, alors je vais revenir ici. Alors, regardez, donc le volume de solution dosée c'est 200 ml et le volume à l'équivalence c'est 5-6 ml. Hein. Donc du coup, on peut dire que le volume est à peu près constant. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas, je l'ai mis entre parenthèses. Ce qui veut dire, c'est que quand il y a des ions qui vont tomber, eh bien, on ne va pas tenir compte de la dilution de la solution. Voilà, donc quand des ions tombent, la concentration donc va augmenter.
Bon, mais c'est entre parenthèses. Alors, on fait un tableau, on met tous les ions mis en jeu. Et puis on fait deux colonnes, avant l'équivalence, après l'équivalence. Et puis on regarde, donc on se place, donc là il y a un exercice de pensée, on se place avant l'équivalence, et on réfléchit comment évolue la quantité d'ion H3O+ dans le bécher, hein, on s'intéresse au bécher, avant l'équivalence. Okay. Bon, donc avant l'équivalence, on a beaucoup d'ions H3O+, et puis on fait tomber des ions Na+, et HO-, et HO- réagit sur H3O+. Donc H3O+ est consommé. Donc il y a de moins en moins d'ions H3O+ dans la solution. Donc la concentration en ions H3O+ va diminuer. Donc on met une petite flèche qui descend. Ça veut dire que la quantité diminue ou la concentration diminue. Voilà. Alors maintenant Cl-. Alors là, la quantité de Cl-, on a une certaine quantité de Cl- dans le bécher, mais Cl- ne réagit pas. Cl- est un ion spectateur. On a une certaine quantité qui est constante, donc là on met égal, ça veut dire que la quantité est constante. Alors la quantité HO-, donc avant l'équivalence, hein. Donc on fait tomber, donc au début du dosage, on fait tomber HO-. Qu'est-ce qui lui arrive HO-? Avant l'équivalence, il y a des ions H3+, donc il va réagir dessus. Donc HO-, à peine il est dans la solution, il réagit sur H3+, donc il disparaît. Donc sa quantité est nulle, hein, sa concentration est nulle, 0. Alors les ions Na+, eh bien, ils tombent, ils ne réagissent pas, ils s'accumulent, donc la quantité d'ions Na+, dans la solution augmente, ou sa concentration augmente. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose après l'équivalence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire après l'équivalence? Ça veut dire que tous les ions H3+ ont été consommés, hein, si on est après l'équivalence. Donc du coup, il n'y a plus d'ions H3+ en solution, ils ont tous été consommés, hein, il n'y en a plus. Donc après l'équivalence, la quantité est nulle, la concentration est nulle, 0. Les ions Cl-, eux, depuis le début, ils ne réagissent pas, donc la quantité est constante, la concentration est constante, hein, puisque on néglige l'augmentation de volume. HO-. Alors maintenant, donc après l'équivalence, on continue à verser HO-. Mais maintenant, HO- ne va pas réagir sur H3+ puisqu'il n'y en a plus. Donc HO- va s'accumuler, hein, dans la solution. Donc la concentration en ion HO- va augmenter. Voilà. Et les ions Na+, ça va encore augmenter puisqu'on en met de plus en plus. Donc la concentration va encore augmenter. Voilà le bilan. Alors ce tableau va nous aider à maintenant expliquer les variations de la courbe, hein, du tracé, hein, du graphique. Alors on va faire avant l'équivalence, hein, voilà, avant l'équivalence, on regarde. Donc on voit qu'avant l'équivalence, la concentration en ion H3O+ diminue, donc ça a tendance à faire diminuer la conductivité, hein, puisqu'il y a de moins en moins d'ion H3+, et la quantité, la concentration en ion plus augmente, donc ça, c'est un facteur qui a tendance à faire augmenter la conductivité. Donc on a deux effets opposés. Alors maintenant, on va regarder un petit peu la conductivité des ions. Alors on voit que H3+ conduit beaucoup mieux le courant que Na+. Hein, ça, on le remarque. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est que, regardez, donc je reprends un peu le raisonnement. Donc quand on fait tomber, on suppose qu'on fait tomber un ion Na+ dans la solution. Si on fait tomber un ion Na+ dans la solution, il y a un ion HO- qui va tomber dans la solution. Alors l'ion Na+, il reste. L'ion HO-, lui, il réagit sur HO-, donc il disparaît. Et un ion H3+ disparaît. Donc si on fait un bilan, quand on ajoute un ion Na+, eh bien ça veut dire qu'il y a un ion H3+ qui disparaît. Donc en fait tout se passe comme si les ions H3+ étaient progressivement remplacés par des ions Na+. C'est ça, hein, qui se passe. D'accord, hein, les ions Na+, remplacent progressivement les ions H3+. Mais comme les ions Na+, conduisent moins bien le courant que les ions H3+, eh bien la conductivité forcément diminue. Voilà, donc ça c'est noté ici, hein, d'accord, hein, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Quand un ion Na+ est ajouté dans le bécher, un ion H3+ est alors consommé. Voilà, donc tout se passe comme si les ions H3+ étaient progressivement remplacés par les ions Na+. Or, ces ions sont moins conducteurs
que les ions H3O+, voilà, donc on précise, hein, ça est inférieur à ça, donc la conductivité diminue. Alors maintenant, après l'équivalence. Après l'équivalence, c'est simple. La conductivité en ion HO- augmente, la conductivité en ion Na+ augmente, bon, donc du coup, la conductivité augmente. Hein. La conductivité globale augmente. Voilà. Et donc du coup, bah, voilà, c'est pour ça qu'on a cette courbe-là. Donc ça, la conductivité diminue avant l'équivalence, et la conductivité augmente après l'équivalence. Donc pour trouver le volume à l'équivalence, donc ce qu'on peut dire c'est qu'à l'équivalence, eh bien on a la variation change à l'équivalence. Voilà, donc la conductivité diminue avant l'équivalence, augmente après. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'est que la conductivité change avant l'équivalence. Alors comment on fait pour trouver le volume à l'équivalence? Parce que en fait c'est ça qu'on cherche, hein, cette technique, ça sert à trouver le volume à l'équivalence avec une autre technique différente de la leçon précédente. Eh bien, donc on trace une droite moyenne sur les segments, sur les points ici. On trace l'autre droite ici. Et à l'intersection, donc la pente change, hein, la conductivité, voilà, la pente change. Et bien, du coup, eh bien, l'équivalence, c'est l'intersection des deux droites. Voilà comment on fait. Et une fois qu'on a le volume à l'équivalence, eh bien, on reprend le plan de la leçon précédente. Hein, donc avec l'équation de la réaction dosage, bon, on dit que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, on fait un bilan molaire. Après, ça ne change pas. Donc, je m'arrête là. Le plan ne change pas. Alors maintenant, l'autre type de dosage par excès. Donc, c'est toujours un titrage, mais c'est un dosage par excès. Alors, il y a plusieurs noms. Dosage par excès, dosage par différence, dosage en retour. Alors, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais simplement faire une introduction. Et après, on le verra en cours. On fera un exercice. Voilà, on verra un exercice de cours. Là-dessus pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors pourquoi ce nouveau type de dosage par titrage? Eh bien, si vous dosez par exemple une espèce qui engendre une réaction lente, c'est-à-dire que l'espèce titrante et l'espèce dosée réagissent lentement. Ça peut poser un problème parce que quand vous versez 2 gouttes, s'il faut attendre 10 minutes que ça réagisse, ça va être très long, et puis si le volume à l'équivalence il a 16 millilitres, ça ne va pas aller, si la réaction est lente. Donc on peut utiliser voilà, cette technique quand on a des réactions lentes. Alors j'ai pris un exemple, voilà, le dosage de la vitamine C. Alors la vitamine C elle fait des réactions lentes, c'est comme ça. Donc ça c'est l'espèce dosée, la vitamine C, c'est C6H8O6, et on va la doser elle fait des réactions lentes, et on va la doser par le diode. Alors voilà comment on fait. Eh bien, on fait une première réaction. Alors cette réaction elle est lente, donc on ne va pas doser directement. Cette réaction elle est lente, donc on fait une première réaction où on met beaucoup de diode, on le met en excès, et on attend. Donc on met beaucoup de diode, on fait réagir sur la vitamine C et on attend 20 minutes, on attend le temps qu'il faut. Mais il faut que ça soit en excès. Alors comment on sait qu'on l'a mis en excès? Voilà, donc ça la technique. Alors c'est pour ça que ça s'appelle dosage par excès. Eh bien, le diode c'est jaune brun. Eh bien, on fait réagir, voilà, et on attend. Voilà, donc on obtient on attend, mettons 10 minutes, et 10 minutes après, la réaction est finie, ou un quart d'heure après la réaction est finie, eh bien, si la solution est jaune ou brun, eh bien, ça veut dire que le diode est en excès, il n'a pas été consommé. Parce que le diode, quand il est consommé, il se transforme en I- et I- c'est incolore. D'accord. Donc la première technique, on met le diode en excès. Donc là, on a une solution qui est jaune au bout de 10 minutes, donc ça veut dire qu'une partie du diode a réagi, mais il y a une partie qui est en excès. Et en fait, ce qu'on va doser, c'est l'excès de diode. Voilà. Donc, ce récipient, on prend ce récipient, voilà, on prend ce récipient et on le dose avec une autre solution. C'est du thiocyanate de sodium. Voilà. Et en fait, ce qu'on cherche là, c'est le diode restant, l'excès de diode. Alors,
Donc bon, je vais rentrer dans le détail après, mais là juste pour introduire. Donc on va connaître l'excès de diode, on connaît la quantité introduite de diode, hein, puisque bah, c'est 2 fois V2, hein. Et donc du coup en faisant la différence, on va trouver la quantité qui a réagi, hein, de diode. Et il suffit de faire un bilan molaire maintenant, hein, avec la quantité de diode qui a réagi, pour trouver cette quantité-là inconnue, hein. C'est ça l'idée. Mais on verra ça, bah, en exercice de cours, comme je l'ai mis. Donc voilà, cette leçon est terminée.